que je ne connaissais pas il y a encore quelques semaines, s'est érigé en organisateur d'une grande réunion. C'est la preuve qu'en France, on est encore capable de faire quelque chose. Sylvain, effectivement, a présenté ce que vous êtes, c'est-à-dire une foule finalement très variée, et vous êtes, d'une certaine manière, la France. Et c'est justement cela qui est l'élément majeur de l'action que nous menons en ce moment. La France, ce n'est pas simplement le spectacle que donnent les télévisions, que font entendre les radios, et qui donne l'impression, finalement, que la France n'est qu'un pays où on parle de choses futiles, voire même dégradantes, et que les choses sérieuses n'existent pas. Et si elles existent, et elles sont même d'autant plus sérieuses qu'elles vont très mal. Alors précisément, notre action est fondée sur la sauvegarde de l'ensemble du dispositif français, non pas tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être, et je vais vous l'expliquer au cours de cette réunion. Je vous propose que nous organisions notre réunion en deux parties inégales. La première, pendant laquelle je vais vous exposer la façon dont nous en sommes arrivés là. C'est indispensable parce que pour bien comprendre l'articulation de cette affaire et pour bien comprendre les raisons profondes qui en sont à l'origine, il est nécessaire de connaître un peu l'historique. Et puis, pour la deuxième partie qui prendra au moins 2 heures, ce seront les questions-réponses. Ça prendra moins de 2 heures s'il y a moins de questions, mais on ira jusqu'au bout de toutes les questions et je m'efforcerai de vous apporter les réponses. Notre réunion se tient avec 22 ans de retard. Il y a déjà 22 ans qu'il n'y a plus de monopole de la sécurité sociale. Les directives européennes de 1992 étaient très claires et elles ont été confirmées par un arrêt récent de la Cour européenne de justice. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là, c'est-à-dire à perdre 22 ans et à continuer aujourd'hui dans la dénégation de perdre du temps, alors même que tout s'est passé d'une façon claire et démocratique, sauf qu'il y a eu un coup d'État. Personne ne le sait en France, et pourtant il y a eu un coup d'État le 22 octobre 2004, je vous le dirai dans un instant, et c'est ce coup d'État qui a précipité la France dans la crise en nous empêchant de faire valoir nos droits. Quelques dates rapidement pour commencer cet exposé. 1986, c'est la date fondamentale. C'est la date à laquelle est signé l'acte unique, qui est un traité européen, qui s'appelle ainsi parce qu'il ramasse en un seul traité, un acte unique, l'ensemble des traités précédents, et il y ajoute quelque chose. Et ce qu'il y ajoute est absolument fondamental, c'est la fin des frontières intérieures de l'Europe au 1er janvier 1993. Nous sommes en 86, il y a 7 ans pour s'organiser. Cette ouverture des frontières intérieures de l'Europe n'est en rien une surprise. Elle était inscrite dans les germes du traité de Rome. Mais le moment était arrivé où l'on pouvait l'envisager et l'organiser, et c'est précisément l'objet de l'acte unique européen. Signé par la France, bien évidemment, c'est un traité international qui engage notre pays. Si vous vous souvenez de cette époque, il y avait des discussions à perte de vue, enflammées parfois sur les conséquences qui allaient résulter, en particulier cette fameuse date du 1er janvier 1993, pour un peu, en entendant certains, on s'attendait à voir déferler les hordes de Attila. Mais Attila, finalement, ce n'était ni le plombier polonais, dont on a parlé plus tard d'ailleurs, ni je ne sais quel concurrent de quel métier, c'était tout simplement la libre circulation à l'intérieur de l'Europe, et cette libre circulation valait aussi pour les Français, bien évidemment, qui allaient pouvoir s'établir librement dans n'importe quel pays européen. C'est évidemment une date fondamentale, parce que c'est une date qui a tout changé. À partir du moment où vous avez une situation sans aucune frontière intérieure, vous avez une situation radicalement différente, et c'est la première fois depuis la fin de l'Empire romain que l'Europe constitue un espace unique, avec les conséquences qui en découlent. La première d'entre elles étant que les monopoles doivent disparaître. Pourquoi ? Eh bien parce que le monopole, c'est l'opposition absolue à toute liberté d'installation. La preuve en est, en matière sociale, qu'il y avait dans d'autres pays d'Europe à l'époque des systèmes différents du nôtre, en particulier en Allemagne, aux Pays-Bas et dans d'autres pays, où
les personnes pouvaient s'assurer librement au-dessus d'un certain salaire ou d'un certain traitement, qui était à l'époque, c'était encore le franc, de 20 000 francs français. Donc, les personnes qui gagnaient au-dessus de cette somme pouvaient contracter une assurance privée en matière de sécurité sociale et devaient le faire, étaient obligés de le faire aux Pays-Bas. Donc le problème qui se posait, c'est que si on maintenait le monopole, les citoyens allemands, néerlandais ou d'autres pays voulant s'installer en France allaient se trouver dans une situation évidemment impossible, puisque la première visite ou par une personne ou par une lettre qu'ils allaient recevoir, ce serait l'URSSAF. En guise d'accueil, il y a mieux. Mais le problème qui se posait pour les citoyens allemands, néerlandais ou les autres, c'était qu'ils étaient déjà assurés. Et donc on allait leur demander de s'assurer une deuxième fois. Naturellement, ils allaient protester en disant « je suis déjà assuré et je n'ai pas besoin de votre assurance ». Mais l'URSSAF allait lui répondre « on ne veut pas savoir, ici c'est un monopole et vous devez nous payer ». Comme les Européens ne sont quand même pas fous ni stupides, ils ont considéré que ce genre de monopole devait disparaître, car sinon la France ou d'autres pays à monopole risquaient de devenir des espaces interdits à la libre circulation et à la libre installation européenne. C'est donc la raison pour laquelle, en 1992, deux directives ont supprimé le monopole, tous les monopoles en termes de sécurité sociale, ce qui signifiait que pour la maladie, la retraite, le chômage, pour l'ensemble des risques sociaux, il y allait y avoir une concurrence entre les différents organismes, qu'ils soient des organismes de sécurité sociale ou des sociétés d'assurance privée, des institutions de prévoyance ou des mutuelles. Voilà le cadre tracé par les directives de 1992. Nous avons eu, car le MLPS s'est constitué en 1991, de nombreux contacts avec ceux qui préparaient ces directives. Nous les avons rencontrés, nous leur avons parlé, nous leur avons exprimé certains souhaits qui ont été entendus en général. Et les commissaires européens qui nous parlaient nous regardaient avec un mélange d'admiration et de commisération. Admiration parce qu'ils pensaient qu'on était vraiment très courageux de s'attaquer à ce type de pastille française, et commisération parce qu'ils savaient à quelles difficultés nous allions nous affronter. Mais enfin, les directives ont été prises et elles avaient pour date d'application le 1er juillet 1994. C'était évidemment tout à fait logique, d'autant plus que, si vous regardez bien les dates et que vous en faites l'analyse, 86 date unique, 93 ouverture de toutes les frontières, 94 application des directives. Ce qui signifiait que l'espace unique européen devait être constitué et fonctionner normalement au 1er juillet 1994. Évidemment, la difficulté, c'était la France. La France, avec son monopole, avec ses caisses qui sont privées mais qui se comportent comme des caisses publiques, avec son souci administratif permanent, avec son mépris des individus et son amour des assujettis. Bref, la France, telle qu'elle était, allait devoir changer. Pendant des années, en France, pendant toute cette période, des gens issus des caisses, des mutuelles, du milieu dit social, se sont évertués à essayer de trouver le moyen de ne pas appliquer ces textes. Ils n'y sont pas parvenus, en partie grâce à nous, parce que nous poussions, nous, de notre côté, pour que ce texte s'applique. Mais avant d'en venir au combat que nous avons nous-mêmes mené pour faire en sorte que ces textes s'appliquent, je vous prie de bien vouloir considérer un instant ce qui s'est passé de 1986 à 1993 sur le plan économique. Les grandes entreprises françaises se sont préparées parfaitement à l'ouverture des frontières. Elles ont pris les décisions qui convenaient, elles ont largement décentralisé leur action, elles se sont renforcées, elles ont durci leurs muscles en quelque sorte de façon à pouvoir faire face à la concurrence, et au 1er janvier 1993, elles étaient prêtes. Les grandes entreprises, oui, mais les autres qui sont 3 millions, les grandes entreprises c'est quelques dizaines, pas plus. Les 3 millions
d'entreprises qui font le tissu économique français, petites, moyennes, de taille intermédiaire, eh bien pour elles, on n'a rien fait. Rien de rien. Il aurait fallu, pendant toute cette période, baisser les charges, baisser les contraintes administratives, instaurer partout de la souplesse et de la liberté. Au lieu de ça, on n'a pas cessé de durcir ces contraintes, d'augmenter les charges, et avec l'idée folle que ces entreprises ne seraient pas concurrencées par d'autres parce qu'elles étaient dans une situation qui ne permettait pas à des étrangers de venir les concurrencer. Oui, mais les produits des étrangers, eux, ils pouvaient venir. Et c'est ainsi qu'on a vu les entreprises françaises, au fil des années, être de plus en plus menacées. Et aujourd'hui, le sol est jonché de leurs cadavres. C'est cela la situation française. Et c'est à cause du fait que la France n'a pas appliqué ces textes que la catastrophe économique actuelle est survenue. Donc, les pouvoirs publics ont été, et les politiques en général, ont été totalement irresponsables de faire à la fois l'ouverture des frontières et de ne prendre aucune mesure pour permettre aux entreprises de s'en tirer. C'est l'irresponsabilité générale. Et je n'épargne personne dans ce compliment, car en fait, tous les partis politiques sont parfaitement liés dans la même action, ou plutôt dans la même inaction. Donc, nous sommes dans la période qui va s'ouvrir au 1er juillet 1994 et qui va permettre l'application de ces textes. Personnellement, je vais voir le ministère de la Santé, qui est pilote en l'occurrence, et je demande à ces braves gens comment ils vont annoncer la fin du monopole. Ils se mettent à rouler des yeux exorbités en disant « Reichmann, vous êtes fou, on ne va pas l'annoncer ». Enfin, c'est quand même étrange que vous n'annonciez pas une nouvelle qui est un traité international qui a été signé, qu'on est obligé d'appliquer parce que la primauté du droit communautaire joue. Vous ne vous rendez pas compte, disent-ils, il va y avoir des manifestations. Là encore, stupéfaction de ma part, et je leur dis pourquoi des manifestations. J'ai quand même un peu l'habitude de voir des manifestations. En général, c'est des gens qui protestent parce que ou on leur prend de l'argent, ou on leur fait du tort. Enfin bref, ils ne sont pas contents. Mais là, vous allez leur rendre de l'argent. Vous allez leur donner leur salaire complet. Je ne vois pas pourquoi ils manifesteraient, à moins d'être complètement à côté de la plaque. Vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'il y aura des manifestations. C'était leur credo. Ils avaient tellement peur du peuple que même une bonne nouvelle devait susciter une manifestation. Quand on en arrive là, on se dit vraiment que ces gens n'ont plus la représentativité nécessaire. Ils ne savent même plus ce qu'est le peuple. Bref, ils décident de ne pas annoncer la nouvelle. Alors, bravement, c'est moi qui l'annonce. Je donne des interviews, j'écris des articles dans plusieurs journaux. Les réactions sont assez timides. Madame Veil publie un communiqué disant « Non, c'est pas tout à fait ça, ça concerne surtout les complémentaires. » Mais enfin, pas de dénégation véritable. Le journal Le Monde égal à lui-même écrit que je suis fou. Et, bon, alors comme disait Raymond DeVos, oui, mais alors prouvez-le. Et donc d'autres journaux y vont chacun de leur petite musique, mais la nouvelle passe finalement assez inaperçue dans la mesure où personne ne la relaie. Vous savez comment fonctionne l'information en France? Elle fonctionne d'une manière très particulière, c'est-à-dire qu'il y a ce que l'on peut dire et ce que l'on ne peut pas dire, premièrement. Et deuxièmement, il y a le mensonge qui est le nec plus ultra de l'art de gouverner. Un bon gouvernant est quelqu'un qui ment. Celui qui ne ment pas ne peut pas accéder au sein des saints. Dire la vérité, par exemple, dire la vérité au peuple, au pays, c'est commettre un crime de lèse politique. Il ne faut pas le faire. Et celui qui le fait, n'étant pas membre de la classe politique, peut le faire, bien sûr, mais à ses risques et périls. Et le plus grand de ces risques, c'est de ne pas être repris par les autres journaux. C'est en effet ce qui s'est passé en 1994, au 1er juillet 1994, quand j'ai annoncé la nouvelle. Bon, certains y ont été sensibles, évidemment, mais beaucoup d'autres ne s'en sont même pas intéressés, alors que c'était une nouvelle absolument extraordinaire. Le plus ancien monopole français explosait. Et ce monopole, excusez du peu, c'était déjà les 2 tiers de l'économie du pays. Bref, la bataille continue. Il s'agissait de transposer ces textes dans le droit national.
Les directives étaient, comme on dit, d'effet direct, c'est-à-dire qu'on pouvait les invoquer pour les appliquer, mais la bonne règle veut qu'on transpose des textes, surtout quand ils nécessitent quand même une certaine finesse dans l'application. Donc il fallait transposer ces directives dans le droit des assurances, dans le code des assurances, dans le code de la mutualité et dans le code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance. Et curieusement, en 1994, presque à la date prescrite, 2 transpositions ont lieu, dans le code des assurances précisément, et, tenez-vous bien, dans le code de la sécurité sociale, dont chacun sait qu'elle n'était pas concernée, bien sûr, par les directives, si on en croyait les officiels. Pourquoi ces 2 transpositions aussi simples et aussi faciles et aussi rapides? Eh bien, tout simplement parce que ni les assurances, ni les sociétés d'assurance, ni les institutions de prévoyance, qui sont des organismes paritaires, patronat, salariés, régis par le code de la sécurité sociale, n'assuraient à cette époque au premier euro. Ils ne faisaient que du complémentaire. Et naturellement, en haut lieu, on leur avait bien indiqué quelles seraient ces institutions très mal avisées d'aller au-delà du complémentaire et de faire ce que l'on appelle du premier euro, c'est-à-dire de remplacer la sécurité sociale. Mais il restait quand même une transposition à faire, celle du code de la mutualité. Alors, là encore, ceux qui suivent ces affaires d'un peu plus loin s'étonnent et disent, mais enfin, le code de la mutualité, ça concerne les mutuelles qui sont dans le même cas que celles que vous venez de citer. Pas du tout. Le code de la mutualité régit en réalité toutes les caisses de sécurité sociale. Une caisse primaire d'assurance maladie est une mutuelle, au regard du code de la mutualité. Une caisse de retraite est une mutuelle. L'URSSAF est une mutuelle. Bref, toutes les caisses qui étaient les plus directement visées par la fin du monopole étaient des mutuelles. D'où l'extrême réticence du gouvernement à transposer ces directives dans le code de la mutualité, car ça ouvrait la porte, bien entendu, à la fin réelle sur le terrain du monopole de la sécurité sociale. C'est là que nous sommes intervenus avec beaucoup d'énergie, que nous avons fini, à force de procès et de pression, à obliger la France à transposer cette directive dans le code de la mutualité. Et nous y sommes parvenus en 2 temps. Le premier temps, nous avons fait condamner la France par la Cour de justice européenne en 1999 pour n'avoir pas transposé complètement ni appliqué les directives européennes. Puis, la France continuant à rechigner à transposer le texte, nous l'avons menacé d'une nouvelle action. La Cour de justice elle-même donc allait être saisie de ce que l'on appelle un manquement sur manquement dans le jargon européen, et qui est tout simplement une récidive. Il y avait un arrêt, il fallait l'appliquer, la récidive allait se traduire par une nouvelle sanction, avec cette fois-ci des amendes quotidiennes à la clé. Aucun gouvernement ne peut résister à des sanctions pécuniaires importantes, alors même que ce sont des textes qu'il a votés lui-même qui sont à appliquer. Et donc le gouvernement Jospin, puisque nous étions à l'époque en cohabitation, M. Chirac était président de la République et M. Jospin Premier ministre, a fini par procéder par ordonnance, parce qu'il a voulu éviter un débat au Parlement, alors même que tous les partis politiques présents au Parlement avaient tous voté d'une manière ou d'une autre les directives européennes qui avaient été signées, je me le rappelle, par M. Mitterrand, président de la République, à l'époque. Et donc, au mois d'avril 2001, le 19 avril, paraît au journal officiel de la République française une ordonnance abrogeant l'ancien code de la mutualité et le remplaçant par un nouveau code qui indiquait en particulier qu'on ne pouvait plus assujettir quelqu'un contre son gré et que la concurrence désormais régnait entre les caisses de sécurité sociale et l'ensemble des intervenants, assurances privées, mutuelles, institutions de prévoyance. Nous avions gagné. Nous avions gagné, pas encore tout à fait, puisque M. Jospin, qui était candidat à l'élection présidentielle et qui voyait d'un œil un peu inquiet se profiler une élection dans laquelle il risquait d'être attaqué sur précisément cette disposition, alors même qu'il n'en était pas l'auteur véritable, puisque c'était M. Mitterrand qui l'avait signé et que les autres partis les avaient transposés. N'oublions pas que les transpositions de 1994 étaient faites du gouvernement Balladur. Donc, aucun parti ne pouvait jeter la pierre sur les autres, ils étaient tous ou coupables ou à féliciter. Mais en tout cas, aucun d'entre eux ne pouvait faire la leçon aux autres. Toujours est-il que M. Jospin demande à la Commission européenne le droit de surseoir un peu
au texte d'application de l'ordonnance qu'il venait de prendre, et non sans difficulté, il obtient ce droit pour quelques mois de plus, c'est-à-dire après l'élection présidentielle. Je dois dire, pour être tout à fait objectif, que la transposition de Lionel Jospin a été loyale. C'est-à-dire que le texte de l'ordonnance du 19 avril et le nouveau code de la mutualité, qui a été validé par le Parlement le 17 juillet 2001, sont parfaitement conformes à l'esprit des directives. Nous avions donc gagné. Et effectivement, les premiers pas sur le terrain de ce que l'on appelle aujourd'hui les libérés de la Sécu, mais qu'on ne les appelle pas encore comme ça, ont été des pas faciles, puisque les quelques caisses qui se sont risquées à contester la prise de liberté qu'ils avaient faite ont été condamnées par les tribunaux. Nous avons gagné nos procès. Et donc, les choses paraissaient aller bien, et nous n'avions au fond pas d'autre souci que l'évolution harmonieuse de cette affaire qui allait révolutionner la France, mais dans le bon sens. Et voilà que les choses se sont gâtées en raison du coup d'État du 22 octobre 2004. Un coup d'État dont personne n'a entendu parler, mais dont j'ai été l'auteur victime, involontaire et en même temps extrêmement impliqué, et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Je connaissais à l'époque, depuis quelques mois, M. Christian Picard, qui était le président, fondateur et président en activité des restaurants Buffalo Grill. J'avais fait sa connaissance au terme d'une conférence que je faisais dans un milieu d'entreprise. Il était venu vers moi et m'avait dit, écoutez, il s'était présenté, je suis d'origine modeste, me dit-il, j'ai commencé ma vie au bas de l'échelle. À 20 ans, je me suis dit qu'il fallait que je voie un peu de pays. Je suis allé aux États-Unis parce que je voulais quand même savoir comment ça se passait là-bas. Bon, pour gagner ma vie, j'ai été garçon de restaurant. Puis comme je travaillais bien, on m'a nommé chef de rang. J'ai pu voir le système américain. J'ai constaté que les Américains pouvaient s'assurer pour pas cher, que les salaires étaient bien meilleurs parce qu'on ne les ponctionnait pas trop. Et je m'étais dit, c'est un bon système pour la France. Et voilà que je vous écoute. Et vous me dites que ce système est possible en France. Alors moi, tenez-moi au courant, si c'est possible, je veux l'appliquer. Je le tiens au courant comme je le faisais de beaucoup d'autres, en lui envoyant des documents que nous recevions et des articles. Un jour, il me téléphone peu après, en me disant, voici, je réunis les directeurs de restaurants dans quelques jours, ils sont 500 à peu près, et j'aimerais que vous preniez la parole dans cette réunion pour leur expliquer la nouvelle donne sociale. J'accepte son invitation, et je n'avais pas raccroché avec lui que le téléphone sonne à nouveau, et c'est Jean-Marc Lantade, journaliste au Parisien, chef du service économique et social du Parisien, qui m'appelle. Je ne le connaissais pas non plus depuis longtemps, il était venu vers moi pour se renseigner, en bon journaliste, il voulait savoir où en était notre affaire, et ce jour-là, il m'appelait comme il le faisait de temps en temps pour savoir s'il y avait du neuf. Je lui donne les éléments que j'avais, et je lui dis incidemment, et je vais dans quelques jours parler devant les directeurs de Buffalo Grill pour leur expliquer la nouvelle donne sociale. Il se dit très intéressé et il me demande s'il peut m'appeler le lendemain de cette réunion pour savoir ce qui s'est dit. Ce qu'il fait, je lui explique qu'au cours de cette réunion, M. Picard, le PDG de Buffalo Grill, a indiqué que puisque désormais les lois européennes et françaises permettaient aux salariés de ne plus être assurés sociaux et d'avoir leur salaire complet, eh bien lui, président de Buffalo Grill, voulait être la première entreprise française à donner le droit à ses salariés, conformément aux lois, de le faire. Personne n'étant évidemment obligé de le faire. Je dis cela à Jean-Marc Lantade, qui me demande, est-ce que vous pensez qu'il me le répéterait, M. Picard? Il a dit devant 500 personnes, je vois mal pourquoi il ne vous le répéterait pas. Ce qu'il fait en effet, et le 22 octobre 2004, un gros titre barre le Parisien, le patron du Buffalo Grill défie la Sécu. Je ne vous raconte pas l'agitation qui s'est emparée du milieu politique et des ministères. On se serait cru dans un dessin animé, vous savez, quand les personnages courent en rond à toute allure avec des yeux qui leur sortent de la tête. C'était ça, régner dans les milieux du pouvoir. Ils ont vu tout d'un coup le système français en train de s'effondrer, puisqu'une grosse PME de 8000 salariés quittait la Sécu. Je vous signale quand même que nous sommes en 2004. Les directives, l'acte unique est de 1986. Les directives de 92, la transposition de 2001
Nous sommes en 2004, des années et des années après, et les milieux officiels français ne savaient toujours pas qu'il y allait y avoir une fin du monopole de la sécurité sociale. Je veux dire par là qu'ils le savaient parfaitement, mais qu'ils imaginaient ne jamais avoir à l'appliquer. C'est la folie française, c'est comme ça. On l'a payé très cher dans l'histoire, et bien cette fois-ci on l'a payé aussi très cher, non pas par une invasion armée, mais par la destruction de notre économie. Toujours est-il, ce jour-là, le coup d'État a lieu. M. Chirac et ses ministres décident de ne pas appliquer la loi. Ils donnent l'ordre aux tribunaux de poursuivre ceux qui s'extrairaient de la sécurité sociale, aux caisses de sécurité sociale d'exercer des poursuites. Ils ordonnent aux journaux amis de ne pas en parler. Vous savez naturellement, comme chacun d'entre nous, que la presse en France est libre. Que quand on donne un ordre à un journaliste, il tient à honneur de ne pas le respecter. Donc, ils se sont tus avec une extraordinaire dignité, parce que le silence est parfois très digne. Toujours est-il qu'ils ont fermé leur gueule, comme on dit malpoliment, et que personne n'a su ce qui se passait, sauf nous qui étions au cœur de la bataille. Et donc, ils ne se sont pas arrêtés en si beau chemin. Ils donnent l'ordre aux fonctionnaires français, aux hauts fonctionnaires français en poste à la Commission européenne, de renvoyer dans leur but tous ceux français qui leur demandaient de faire régner l'ordre européen en France, c'est-à-dire de faire appliquer les textes que la France d'ailleurs avait votés, qui étaient des lois françaises. Donc nous avons à Bruxelles une série de fonctionnaires dont certains nous avaient déjà écrit qu'effectivement nous avions raison et que toutes les caisses devaient appliquer ces directives, et qui se mettent bravement à lire et à écrire le contraire. Je vous raconte une anecdote en passant parce qu'elle est vraiment significative. Avec une délégation du MLPS, nous nous étions rendus une fois parmi d'autres à Bruxelles pour rencontrer la Commission et pour lui expliquer à quel point nous nous heurtions à des difficultés pour appliquer les textes. Nous avons été ce jour-là reçus par deux hauts fonctionnaires espagnols, c'était le hasard, qui parlait d'ailleurs un excellent français, mais avec un très fort accent espagnol. Nous leur exposons la situation, ils nous disent c'est intolérable, il faut que la France applique ces textes, nous allons vous écrire et désormais les choses seront simples et faciles pour vous. Nous rentrons à Paris et quelques jours après nous recevons en effet la lettre annoncée qui disait le contraire. J'ai naturellement appelé ces braves gens au téléphone. Celui sur qui je tombe me dit avec son accent espagnol « Eh, que voulez-vous, docteur? Je sais que vous n'êtes pas content, mais que voulez-vous que je vous dise? Nous ne pouvons rien faire. Nous sommes dépendants du service juridique. » Le service juridique. Et le service juridique, c'était qui? Et un Français, évidemment, M. Michel Petit, ancien avocat, devenu haut fonctionnaire européen, qui, naturellement, renvoyait n'importe où, mais surtout pas dans les textes applicables, tous les Français qui se plaignaient, au premier chef lui-même, de la non-application par la France des dispositions communautaires et de ses propres lois. Anecdote. En passant, M. Michel Petit a ensuite quitté, il n'y a pas si longtemps, le service juridique de la Commission, mais on l'a quand même revu à la